Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde l'œuvre intitulée Lettres sur l'humanisme. L'humanisme chez Heidegger apparaît ainsi comme un décentrement de l'homme et un retour à la pensée de l'être, qui est la véritable essence de l'homme. Sans l'être, l'homme n'est qu'un homme et non un humain. Mais cette critique de l'humanisme occidental n'est bien sûr pas une défense de l'inhumain. Ce n'est pas une adhésion à la barbarie ou à la brutalité. Heidegger cherche plutôt à corriger une mauvaise interprétation de la notion d'homme. Heidegger affirme en effet que l'humanisme classique a failli à sa tâche, car il n'a su penser l'humanité de l'homme. Cette incapacité à disposer correctement l'homme à la liberté provient de la méconnaissance de son être véritable. Voilà pourquoi seul un examen radical et renouvelé de la tradition métaphysique peut conduire à la figure de pensée qui pourrait assumer cette tâche insigne. À ce sujet, Heidegger précise qu'une telle entreprise ne saurait prendre appui sur les sciences naturelles et humaines, et encore moins sur le progrès de la biologie et de l'anthropologie. Bien au contraire, la domination exercée par ces disciplines sur les esprits contribue grandement à la dissimulation de la dignité propre de l'homme, car elles s'inscrivent toutes dans l'horizon de sens défini par la tradition métaphysique qui définit l'homme comme un animal. C'est pourquoi Heidegger peut conclure, malgré les progrès de la biologie et de l'anthropologie, que nulle autre époque n'a moins su ce qu'est l'homme. Heidegger se demande, en conséquence, s'il est judicieux désormais de conserver le terme humanisme ou s'il ne serait pas préférable d'utiliser un autre concept pour désigner le projet d'une pensée de l'humanité de l'homme qui soit à la hauteur de sa dignité véritable. Voilà pourquoi Heidegger se propose de contribuer à la destruction de la tradition humaniste, dans le but d'en accomplir le dessein essentiel. Il se montre d'ailleurs d'une extrême prudence en utilisant le concept humanisme pour qualifier sa propre entreprise. Sloterdijk résume ainsi, fort justement, cet aspect capital de la stratégie employée par Heidegger. Le mot humanisme doit nécessairement être abandonné si la véritable mission intellectuelle qui, dans la tradition humaniste et métaphysique, voulait déjà paraître accomplie, doit être retrouvée dans sa simplicité et son inéluctabilité originelle. Il est important à cette étape de la discussion de rappeler que, dans la lettre sur l'humanisme, tout au moins, Heidegger n'hésite pas à qualifier son projet intellectuel d'humaniste. N'est-ce pas là un humanisme au sens le plus fort du terme? Assurément. C'est l'humanisme qui pense l'humanité de l'homme à partir de la proximité de l'être. Cette réutilisation du concept, une fois sa critique achevée, n'est pas étrangère à la stratégie poursuivie puisqu'elle en révèle la finalité. On remarquera d'ailleurs que cette ambiguïté dans le traitement de la question de l'humanisme ne fait que reproduire celle qui caractérise le discours de Heidegger sur la métaphysique. Notons d'autre part qu'il s'agit ici d'une des toutes premières formulations de ce que nous pourrions appeler le projet d'un nouvel humanisme, dont l'objectif est de rétablir cette figure de pensée dans sa vérité perdue, lui redonnant ainsi sa principale fonction, tout en appelant au dépassement de ses formes historiques établies. Tous les projets ultérieurs de refondation de l'humanisme procèdent de manière semblable en ce qu'ils présupposent chaque fois le double mouvement d'une critique et d'un dépassement de la tradition. Heidegger est parfaitement clair sur ce point crucial. L'humanisme proposé par Heidegger, que nous qualifierions ici d'authentique, est résumé par une formule célèbre. L'homme est le berger de l'être. Il est celui qui se distingue de tous les étangs en raison de son essentielle vigilance. S'il possède un monde et s'il a une existence, à la différence des animaux, des plantes et des choses qui n'ont jamais qu'un environnement, c'est qu'il se situe toujours dans une certaine ouverture sur l'être qu'il baptise métaphoriquement la clairière.
Toute notre humanité tient dans cette disposition partagée à l'écoute de l'être. Heidegger, sur la base de cette proposition, place l'être humain dans un domaine ontologique distinct, à la différence de la science moderne, qui tend à inscrire celui-ci dans la continuité des choses et des vivants. Il va même jusqu'à proclamer, en guise de provocation peut-être, que l'homme, en vertu de cette essence, se situe plus près de la divinité que de la bête. Cette formulation déconcertante de la situation fondamentale et irréductible de l'homme, comme être au monde, loin de s'inscrire en continuité avec le discours des sciences, tend bien au contraire à souligner qu'on ne saurait comprendre le propre de l'homme en considérant celui-ci à partir de son animalité, c'est-à-dire de son assimilation dans le domaine des vivants. C'est pourquoi l'un des observateurs les plus vigilants et sans doute les plus critiques de l'évolution de la pensée de Heidegger pourra écrire à ce sujet à mots couverts qu'il nie la pertinence de la thèse évolutionniste en soutenant que l'évolution de l'homme à partir du non-humain ne peut pas rendre intelligible l'humanité de l'homme. Toutes ces formules, autrefois si déroutantes, ont été depuis largement commentées et font désormais partie d'un patrimoine philosophique commun à partir duquel s'est constituée une part importante de la vie intellectuelle d'après-guerre. Aussi n'est-il pas nécessaire de prolonger davantage cette trop brève et fort incomplète présentation de la position avancée dans la lettre sur l'humanisme. Au fil des générations qui ont suivi, sous les couches successives d'interprétation, Heidegger est devenu le fondateur et l'interprète d'un humanisme, d'une nouveauté, telle qu'on refuse généralement de lui faire porter son ancien nom, lui préférant les masques divers et parfois divergents de l'anti-humanisme contemporain. Aussi Heidegger, tout comme ces législateurs antiques établissant les règles d'une nouvelle cité, fut-il institué maître d'une communauté d'interprètes, dont l'objectif n'est plus toutefois de veiller à la transmission des vérités contenues dans les livres des maîtres anciens. Avec ce renversement de l'humanisme sur lui-même, que d'autres qualifieront ensuite de déconstruction, on assiste donc à un changement de garde au sein du groupe fort limité de ceux qui se donnent pour tâche de guider les hommes. Il s'est agi en l'occurrence de remplacer la fréquentation des livres anciens par une méditation résolument irrévérencieuse sur le sens de ce qui constitue l'humanité véritable de l'homme. Le projet humaniste, une fois retraduit dans un ensemble inédit de métaphores, a pris la forme d'une amitié entre les hommes doués d'une disposition authentique à l'écoute de l'être. Le destin de la communauté que dessine cette nouvelle filiation intellectuelle repose entre les mains de ceux qui se désignent eux-mêmes comme de véritables bergers, c'est-à-dire de nouveaux interprètes. C'est ainsi, selon Sloterdijk, qu'il faut comprendre l'efficacité rhétorique dont a joui l'humanisme d'inspiration heideggerienne. Pour revenir aux réflexions de Sloterdijk, disons en bref qu'il mime et travestit tout à la fois le mouvement de la pensée de ce dernier. En effet, s'il critique l'humanisme contemporain, s'il se montre très parcimonieux dans l'emploi de ce terme dans une acception positive, il apparaît néanmoins clairement que son intention finale est bien de restaurer l'humanisme dans sa fonction essentielle. Pour entreprendre ce travail de restauration radicale de la pensée de l'homme, Sloterdijk prend appui sur les avancées de son illustre prédécesseur. Il accepte à son tour de définir l'homme comme l'être qui possède un monde, à la différence des bêtes qui n'ont jamais qu'un environnement. Du même coup, il reconnaît que l'homme habite dans une sphère ontologique qui lui est réservée, la clairière. Toutefois, s'il reprend pour lui-même une part importante de cette compréhension du phénomène humain, c'est pour aussitôt en détourner la signification. Il ne suffit pas de constater qu'il y a un propre de l'homme et qu'on ne saurait comprendre la dignité de celui-ci sans cerner sa singularité ontologique. Encore faut-il parvenir à penser le devenir anthropologique qui a conduit à une telle disposition d'être. C'est ici que Sloterdijk se sépare de Heidegger
et prétend même dépasser son humanisme de l'authenticité. Je demande donc, pensant avec Heidegger contre Heidegger, comment l'homme est venu à la clairière et comment a été produit l'éclair à la seule lumière duquel le monde en tant que monde a pu commencer à briller. L'erreur de Heidegger, qui fut en somme celle de tous les humanistes avant lui, fut de poser l'humanité de l'homme comme un donné qui se déploie de lui-même au sein de notre expérience, et qu'il conviendrait par conséquent de simplement savoir recueillir, alors que tout en l'homme est construit et conserve la marque d'un travail humain. En laissant ainsi dans l'ombre les modalités du devenir de l'espèce qui ont conduit l'humanité à prendre place en l'homme, on ferme tout accès à l'essence de sa vérité, soit les conditions de sa fabrication. Voilà pourquoi Sloterdijk se propose non pas d'explorer une nouvelle fois, à la suite des autres interprètes de Heidegger, les principaux plans et les multiples replis de la clairière humaine ou de la maison du langage, mais il tente bien davantage d'en offrir la généalogie. En adoptant un tel regard généalogique au sens accordé à cette idée par Nietzsche, Sloterdijk prétend non seulement dépasser les humanismes classiques et modernes, mais plus encore l'humanisme authentique proposé par Heidegger en guise de dépassement. Il ne s'agit donc pas de s'arrêter là où Heidegger s'est établi en si bon chemin, mais d'aller au-delà, vers quelque chose qui pourrait se révéler être un espace de pensée transhumaniste, voire même post-humaniste. Pour accomplir un tel tour de force, il faut revenir aux origines anthropologiques de la clairière, c'est-à-dire qu'il faut envisager avec probité toutes les conséquences philosophiques de la domestication de l'homme par l'homme. Paul Ricoeur voit cette figure de l'humanisme comme une philosophie des limites, dans la mesure où le sens n'est pas donné d'emblée, où l'on ne peut saisir le tout. Pourquoi appeler humanisme cette philosophie des limites? Parce que le mot homme y prend tout son sens. L'homme est homme quand il se sait seulement homme. Les anciens appelaient l'homme un mortel. Ce memento mori, signifié dans le nom même de l'homme, introduit la référence à une limite au cœur même de l'affirmation de l'homme par lui-même. L'humanisme est donc, face à la prétention du savoir absolu, l'indice du « nous ne sommes que des hommes ». Non pas « humain, trop humain ». Cette devise participe encore à l'ébriété du savoir absolu. Mais seulement humain. Cette devise protège la sobriété de l'humanisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.